On dirait le sud. So good you would not know it was done by a woman. Tu es fada ou quoi? Eh bien, je crois qu'il a éveillé en moi des forces que je ne soupçonnais You have to have a pas. lot of passion. I have a dream. Nous pouvons tous être des acteurs du changement. Je suis Mia Batman et vous écoutez On dirait le Sud, un podcast qui part à la rencontre des entrepreneurs, artistes, sportifs du sud de la France, mais pas seulement. Dans cette émission, je vous propose des conversations avec des personnes passionnées par ce qu'ils font, engagées dans des projets qui ont du sens pour eux, extrêmement généreux en partage d'expériences. Ce podcast est indépendant et non financé. Si vous souhaitez m'aider à le faire vivre, vous pouvez le faire en mettant une note 5 étoiles sur iTunes et en me laissant un commentaire. Cela compte beaucoup. Je suis aujourd'hui dans les locaux de HelloCare à La Ciotat avec sa cofondatrice Mathilde Leruzic. HelloCare, c'est une start-up qui propose un service de téléconsultation médicale, autrement dit, il connecte les patients et les médecins à distance et facilite ainsi l'accès à la santé et rend possible la visite médicale quand celle-ci n'est pas possible physiquement. Une téléconsultation permet plusieurs choses, comme par exemple établir un diagnostic, assurer un suivi post-thérapeutique, avoir un avis spécialisé, préparer une décision thérapeutique, prescrire des médicaments ou effectuer une surveillance de l'état des patients. Bref, les applications sont multiples et le marché est en pleine croissance. HelloCare a bien sûr connu une croissance fulgurante pendant le confinement et a pu onboarder plusieurs centaines de médecins en très peu de temps. C'était en effet une situation exceptionnelle mais qui pourrait avoir des retombées favorables à plus long terme car la téléconsultation, une fois expérimentée, elle séduit et convertit beaucoup d'utilisateurs, comme nous l'explique très bien Mathilde. Cette entreprise est plus qu'une simple start-up qui est là pour faire du business, c'est une entreprise qui a un vrai impact positif et c'est exactement ce que j'ai ressenti pendant cette conversation avec Mathilde. Nous avons parlé de son parcours, des entreprises qu'elle a fondées avant HelloCare, des moments durs, mais aussi de ses sources d'inspiration et de sa façon de progresser. J'ai passé un moment très très riche en compagnie de Mathilde qui, à mon sens, et de ce que j'ai pu voir, non seulement une entrepreneuse brillante, mais une personne de valeur. J'espère que vous allez trouver vous aussi l'inspiration pour mener à bien vos projets grâce à son cheminement où la résilience, la créativité et l'agilité l'ont aidé tout au long de son parcours. Allez, bonne écoute sur On dirait le Sud. Bonjour Mathilde, merci beaucoup de me recevoir ici dans les locaux de HelloCare à La Ciotat. Bonjour, enchantée. Alors, pour commencer, on va parler de ton enfance et du lieu où tu as grandi, il me semble, en Bretagne. C'est vrai, tu es bien renseignée. Oui, alors j'ai effectivement grandi en Bretagne, en centre-Bretagne pour être exact, à la campagne. Dans une famille, on était 3 filles, donc famille plutôt nombreuse, environnement privilégié. Ça, je ne vais pas mentir dessus. Et puis, un peu plus tard, je suis partie. Le désavantage de grandir à la campagne, c'est que j'ai dû partir assez tôt de chez mes parents pour pouvoir étudier un peu plus loin, à Nantes. Et après, je suis partie sur Paris aussi. Quelles sont les transmissions que tu as eues Alors, moi, je pense que la transmission la plus importante que j'ai eue, elle vient de ma grand-mère, parce que j'ai passé énormément de temps chez mes grands-parents. Et ma grand-mère, qui était pourtant femme de militaire, donc au foyer, m'a toujours dit, dans la vie, il faut que tu sois indépendante. Donc, il faut que tu réussisses tes études et que financièrement, tu saches te débrouiller. Et je pense que ça a vraiment été un guide parce que ça m'a donné de la liberté. C'est-à-dire que je me suis dit, moi, j'avais aussi une maman qui était au foyer, et je me suis dit que oui, c'était possible, que je pouvais travailler et que je pouvais aussi réussir, quel que soit le métier. Donc, il n'y avait pas du tout de frein là-dessus. Et ça a été génial parce que ça m'a ouvert plein de possibilités. et donc, ce qui a semé un petit peu la graine de l'entrepreneuriat, tu penses ? Alors, oui, je pense que je l'avais un petit peu déjà en moi. Je me souviens d'une énorme punition un jour parce que j'avais essayé de vendre des coquillages sur la plage aux gens en leur disant que c'était des cendriers. Et ma mère me cherchait partout. Donc, je pense que j'avais déjà un tempérament un petit peu comme ça. Et c'est assez amusant parce que même adolescente, j'imaginais des choses que je pourrais faire, des concepts de lampes. Enfin, j'avais une imagination débordante et j'avais aussi cette indépendance qui fait que l'entrepreneuriat, c'est plus facile.
parce que j'ai jamais eu peur de me lancer. Ah, c'est marrant, tu voulais faire des lampes. Nous, on fait des lampes. Ok. Pour tes études, tu restes en Bretagne et ensuite pour tes études supérieures, enfin pour ta scolarité et ensuite pour tes études supérieures, tu pars à Paris? Alors, j'ai fait plein d'endroits. J'ai étudié à Nantes. Après, je suis allée sur Saint-Brieuc. Après, je suis allée sur Rennes. J'ai fait une année en Espagne, en Erasmus. Et ensuite, je suis partie sur Paris. Au retour d'Espagne, je suis partie sur Paris. Tu as fait Sciences Po à Rennes. Oui, j'ai fait Sciences Po à Rennes. J'ai commencé par du droit, en fait, et après, j'ai fait Sciences Po. Et donc à Paris, tu fais quoi? Et à Paris, j'ai fait une année qui était hybride. J'étais en train de finir Sciences Po et quasiment dans le même temps, j'ai commencé à travailler. Qu'est-ce que t'en tires des Sciences Po? T'as toujours voulu faire ça en fait? C'était ta volonté? Oui, c'est moi qui ai voulu faire ça. En fait, quand j'étais en droit, j'arrivais pas à me projeter dans les métiers du droit. Enfin, j'arrivais pas à trouver une voie qui me convienne. Et Sciences Po m'intéressait beaucoup vraiment pour la dimension intellectuelle, éventuellement pour les métiers du journalisme. Et je me suis particulièrement intéressée à l'islamisme. D'accord. Donc c'est là-dessus que je me suis spécialisée. Pourquoi? Vraiment juste l'intérêt intellectuel. Et puis je voyais qu'il y avait quelque chose qui était en train d'émerger et j'avais envie de le comprendre. Donc tout simplement dans cette démarche. Et puis je suis arrivée à la fin de mes études et pas forcément... Alors soit je continuais à faire de la recherche en fait sur le sujet, soit je passais sur quelque chose de très pragmatique qui était une recherche d'emploi. Et à ce moment-là, en fait, j'ai un ami qui travaillait chez Apple et qui m'a proposé un poste chez Apple. Donc j'y suis allée et c'est comme ça que je suis arrivée dans les métiers du numérique. Ok, bon, on va passer tout de suite à ton premier job, donc chez Apple. Tu restes pas très longtemps. Non. Tu bosses dans le marketing, dans la musique. Oui, c'est vrai. Parce que, ou peut-être pas parce que, mais tu es très fan de Mick Jagger, j'ai lu. Alors, tu as quel... Presque. J'ai toujours été très fan de musique, mais en fait, quand j'étais étudiante, j'ai organisé beaucoup de soirées électro. Et du coup, j'avais un réseau dans la musique électronique et dans tout ce qui était hip-hop aussi, qui était assez important. Et quand je suis rentrée chez Apple, c'était un moment où eux développaient beaucoup les relations avec les artistes pour faire utiliser leurs produits. Donc j'ai eu un job en or. Mon travail, c'était d'organiser des showcases avec les artistes et donc de montrer l'usage des produits soit au public, soit au public via les artistes qui utilisaient les produits. Et c'est vrai que ça a été une période qui a été très sympa. Malheureusement, c'était au début des années 2000, donc bulle Internet. Et j'ai pas eu de renouvellement du contrat initial chez Apple, ce qui a fait que je suis partie. Sinon, tu serais restée? Je pense que je serais restée quelques années avec plaisir parce que c'était vraiment très chouette de travailler chez Apple. Ah oui, j'imagine. Ensuite, tu intègres Unimédecine. Oui. Tu peux nous dire un petit peu quelle était ta responsabilité? Oui, entre deux, j'ai fait un passage très court au Crédit Agricole et j'ai découvert que le monde de la banque, c'était pas pour moi. Et c'est là que j'ai cherché autre chose et que j'ai intégré Unimédecine, donc une start-up du domaine de la santé qui travaillait sur le dossier médical partagé. Donc le dossier patient dont on dispose tous aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était juste porté par des startups qui essayaient de faire en sorte de le développer pour tous les Français. Et mon rôle, c'était encore de la communication, du marketing, des partenariats. Donc j'ai quand même une expérience marketing qui est importante à la base. Je suis restée assez longtemps dans la société. Et en fait, je l'ai quittée au moment où j'ai monté ma première société. Disons que j'ai eu ma fille d'abord et ensuite j'ai quitté la société. Et la société qui n'a rien à voir avec donc une médecine bagatelle.fr. Oui, alors c'est vrai, j'ai beaucoup changé. Bagatelle, ça se rapproche plus des lampes, dans la création. En fait, j'ai eu une idée toute bête, j'étais incapable de faire des cadeaux. Enfin, j'arrivais jamais à faire des cadeaux, à trouver des bonnes idées. Comme nous tous, voilà, je pense. comme nous tous. Et une fois à Noël, alors que moi, j'avais fait mes courses à 16h en achetant un cendrier moche, des serviettes de table et des choses comme ça, ma sœur est arrivée, elle avait composé des paniers, en fait, et elle avait pris plein de petits objets en fonction de la personnalité de chacun. Et donc, elle avait vraiment fait des cadeaux très personnalisés. Et j'ai trouvé ça tellement chouette que je me suis dit, bon, ça doit bien se trouver sur Internet. Enfin, la prochaine fois, j'achète ça. Et je ne l'ai pas trouvé. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais monter la boîte pour voir comment c'est. J'avais une toute petite expérience du web. J'avais travaillé chez Apple, donc j'avais déjà un intérêt pour tout ce qui était e-commerce. Mais par contre, j'en avais jamais fait.
Donc j'ai découvert à ce moment-là ce que c'était, et je l'ai découvert en commençant toute seule. Donc il a fallu faire le sourcing des produits, préparer les colis, monter le site, faire tout ça. Donc tu faisais comment exactement? Tu avais un endroit pour stocker, ou tu faisais ça chez toi au début? Alors j'ai commencé chez moi, effectivement, j'ai pris une pièce et c'est devenu mon atelier. Et puis après, j'ai déménagé quand même parce que stocker des produits, ça prend vite de la place. Et puis après, j'ai embauché aussi. Donc forcément, c'est moins facile de faire venir les gens chez soi. Mais Bagatelle, c'est une société que j'ai eue pendant 4 ans. Presque 5, hein, donc je l'ai bien développée. Et un jour, honnêtement, j'en ai eu marre de gérer de la logistique. Moi, je voyais que j'arrivais au bout de mon aventure sur Bagatelle. Donc je l'ai mise en vente, je l'ai vendue et puis j'ai monté autre chose. Tu l'as vendu à qui? Tu peux en parler des chiffres ou... Alors, je peux parler déjà du mode de vente qui était assez inédit parce que je tenais un blog d'entrepreneur et je l'ai vendu sur mon blog. Ah oui. Un jour, je me suis levée, j'étais prête et du coup, j'ai écrit un billet disant voilà, moi je suis au bout de mon aventure, j'ai envie de vendre la société, est-ce que ça intéresse quelqu'un? Donc j'ai eu plusieurs offres et du coup, j'ai une jeune femme qui était pharmacien et qui voulait quitter sa pharmacie et qui a racheté la société. Et avec les stocks, etc. Moi, ça me permettait pas de ne plus avoir de besoins alimentaires. Je l'ai pas suffisamment bien vendu pour me dire, bon, c'est bon, j'arrête de travailler. Mais en revanche, ça m'a permis de pouvoir rebondir et de repartir sur une nouvelle histoire. Ok. Et ton blog, pour comprendre, tu avais une grosse communauté Alors, j'avais en lecteur fidèle quotidien, j'avais à peu près 2000 lecteurs sur le blog. Parce que c'est l'époque où les blogs fonctionnaient très bien, il n'y en avait pas beaucoup. En plus, moi, j'étais entrepreneur du web et j'étais une femme, donc ça me donnait de la visibilité. Et ce que j'adorais, c'était le côté un peu café du commerce. Hein. C'est que je retrouvais les gens sur le blog, tous les jours j'écrivais dessus, et en fait, ça se passait beaucoup dans les commentaires. D'accord. Très intéressant comme mode de vente, en tout cas. Ça peut marcher. Qu'est-ce que tu fais ensuite, cette aventure, et pourquoi tu te dis je lance ma deuxième boîte? Enfin, qu'est-ce qui te fait enchaîner un petit peu les aventures entrepreneuriales? Alors, ce qui m'a fait vendre et enchaîner, en fait, c'est que je voyais bien que j'avais un problème sur l'acquisition de trafic. Donc, trouver en fait des leads qualifiés pour acheter mes cadeaux. Tout ce qui était comparateur de prix, ça correspondait pas puisque j'étais sur des produits qui n'étaient pas des produits normés. Enfin, quand on cherche une cafetière, c'est plus facile de comparer des prix sur un comparateur. Quand on cherche une idée cadeau, finalement, il n'existait pas grand-chose pour émerger et pour être vu. Et du coup, je me suis intéressée aux moteurs de recherche, enfin aux moteurs de shopping, et il y avait pas du tout, enfin très peu de moteurs verticaux. Donc j'ai lancé un moteur de recherche d'idées cadeaux en travaillant vraiment sur des algorithmies où on allait chercher des critères qui n'étaient pas des critères complètement objectifs, mais aussi des critères subjectifs. Par exemple, est-ce qu'il est gourmand? Est-ce qu'elle aime tout ce qui est beauté? À quel âge? Enfin vraiment, on essayait de poser des questions sur la personne à qui était destiné le cadeau pour trouver les meilleures recommandations. Donc, je suis partie vraiment sur de la recommandation de produits. L'avantage que j'ai eu pour monter cette société, c'est que comme ça faisait déjà 5 ans que j'étais dans le secteur du e-commerce, je connaissais beaucoup d'e-commerçants et j'ai pu tout de suite, le premier mois, j'avais mes 150 premiers clients. Donc ça a été facile. Ok, tu restes pas mal de temps dans cette aventure finalement? 5 ans aussi, mais c'est mon rythme en fait, je crois. Au bout de 5 ans, je vends deuxième enfant. Ça va avec les enfants aussi. Il y a ça aussi. Il y aura un troisième pour Hello Care. Alors, c'est pas prévu, mais bon, on sait jamais sur un malentendu. Non, mais enfin, au bout de 5 ans, je vends parce que là aussi, j'avais fait le tour. On n'avait pas fait que le cadeau. On avait développé plusieurs moteurs de recommandation de produits. On était allé sur la déco, sur les bijoux, tout ce qui est univers bébé. Et moi, j'étais allée au bout de mon aventure à moi et de ce que je pouvais apporter au projet. Donc là aussi, je l'ai mis en vente. Alors là, je l'ai pas fait sur un blog cette fois-ci. Je l'ai fait de manière un petit peu plus rationnelle. J'ai préparé des slides. Et puis, j'ai identifié, je crois que c'était 6 ou 7 sociétés qui pouvaient être acheteuses.
Et je les ai contactés en leur disant que j'étais vendeuse. Et c'est comme ça que 6 mois plus tard, j'ai signé un compromis de vente sur Et la ça boîte. s'est fait, donc c'est toi qui l'as fait toute seule, tu t'es fait accompagner dans la démarche, comment ça se passe concrètement? Alors, les premiers contacts, moi, je les ai faits toute seule. J'avais besoin de maîtriser. Je sais qu'on peut donner des mandats, mais moi, j'avais un peu besoin de maîtriser comment je vendais et à qui j'allais vendre. Donc, j'ai fait ma sélection. Les premiers échanges, je les ai faits toute seule, mais rapidement, j'ai pris un avocat qui m'a accompagnée, justement, vraiment sur les aspects de montage, voilà, toutes les garanties qu'on peut vouloir avoir dans le cadre d'une session ou d'un achat pour l'acheteur, hein, d'ailleurs. Mais la négo, tu l'as fait toute seule? Oui. Ouais. Oui. Et comment tu sais faire ça d'ailleurs? En fait, comment on apprend en fait à bien vendre? On sait pas. Enfin, en fait, moi, j'apprends avec les erreurs que je vais faire. J'essaye d'anticiper les risques. Moi, j'ai besoin de tout écrire. Donc, quand je sors un carnet, un crayon, c'est que je suis en train de poser les choses. Et ensuite, j'essaye et j'y vais un petit peu à tâtons. Après, c'est vrai que je suis très libre dans la communication. Je suis très transparente. Ça plaît pas toujours, mais en général, quand ça fonctionne bien, j'arrive à avoir des échanges qui sont équilibrés. J'arrive à avoir des négociations où personne n'est frustré. Enfin, où on arrive sur des points d'entente qui vont satisfaire tout le monde. Donc pour l'instant, ça s'est toujours bien passé. En tout cas, sur des négociations comme ça, je me suis jamais complètement plantée. Il y a d'autres points sur lesquels je me suis plantée, mais pas ceux-là. Ça s'est bien passé. Et tu la vends combien? Je sais pas si tu communiques là-dessus aussi, ou est-ce que ça te permet de te faire un peu d'argent? Oui, en fait, ça me permet, au moment où j'ai vendu, mon projet, c'était de dire j'arrête pendant 2 ans au moins. J'avais besoin de faire une pause. En fait, j'ai vendu aussi pour ça, c'est que je venais d'avoir mon 2e enfant. C'est fatigant, hein. Enfin, moi, le 2e, il est né, j'ai arrêté de travailler le mercredi, il est né le dimanche. Ah oui. Et j'ai repris 3 semaines après avec le bébé qui était dans le couffin. Donc, je pense que j'ai repris un peu vite. J'aurais dû me poser un peu plus. Et du coup, j'ai vendu avec en tête l'idée de rester tranquille pendant 2 ans, de rien faire, de prendre le temps de réfléchir, d'imaginer quelque chose d'autre. Et en fait, ça a duré 1 mois. Et non, mais en fait, tous mes amis travaillaient, mon mari travaillait, et je me suis retrouvée à la maison avec les enfants, et je suis pas faite pour ça du tout. Donc c'était chouette parce que j'avais un rythme qui était plutôt cool, mais j'ai quand même pris des missions. J'ai accompagné des entrepreneurs. En fait, j'ai fait un petit peu de consulting. J'avais besoin de garder un pied un petit peu dans mon métier, donc je me suis occupée comme ça. Et au bout de quelques mois, j'ai un de mes anciens actionnaires avec qui je suis devenue amie, qui m'a dit est-ce que tu t'ennuies? Parce que si tu t'ennuies, je connais quelqu'un qui a un très beau projet. Et c'est comme ça qu'on m'a présenté mon associé qui allait monter HelloCare avec moi, en fait. On va en parler, mais juste avant, donc tu parlais de ton métier de consultante. Oui. C'était chez Growth Mama. Oui, c'est mon nom de scène. Enfin, Grosse Mama, c'est le nom de l'activité que j'avais montée, que j'ai formalisé un peu. Ah, donc c'est toi qui avais monté cette activité. Oui. Ok, très bien. Oui. Du coup, c'était près de quel type d'entreprise? Tu étais déjà dans le sud, pardon, parce qu'on n'a pas parlé de ta migration. Hein. Oui, c'est vrai, ma migration dans le sud, elle s'est faite au moment de Bagatelle. En fait, j'ai rencontré mon mari quand j'étais sur Bagatelle. Enfin, celui qui est mon mari aujourd'hui, quand j'avais Bagatelle. On a fait des allers-retours pendant un certain temps et au bout de 2 ans, on s'est dit que ça serait bien qu'on se rapproche. Et du coup, c'est moi qui suis partie, qui ai quitté Paris pour le sud. Ok, c'est pour ça que tu dis expatriée dans le sud par amour. Exactement. C'est ça. Ok, très bien. Alors, je suis venue par amour, mais aussi en faisant un choix de qualité de vie. Parce que la question, quand on se l'est posée, lui, il pouvait aussi me rejoindre en région parisienne. Et honnêtement, on n'a pas hésité très longtemps. Et on est dans des métiers, l'avantage aussi des métiers du numérique, c'est que finalement, moi, du moment que j'ai une connexion Internet, un ordinateur, je peux être n'importe où dans le monde, j'arrive à travailler. Bien sûr, c'est l'avantage. Et ton mari est entrepreneur aussi? Oui, il est entrepreneur. Alors lui, il est sur l'éducation. Il y a une plateforme qui s'appelle tuto.com et en fait, il est sur la formation en ligne. Donc une activité qui est un petit peu comme moi dans la e-santé, qui a connu un usage qui a beaucoup cru ces dernières semaines. Je pense que je vais lui proposer aussi une interview. On sera ravis. Tu es dans le sud à ce moment-là. Donc tu t'associes sur HelloCare.
Vous êtes à 50-50 ou comment ça se passe? Alors, non, ça s'est pas passé exactement comme ça. D'abord, mon associé avait l'idée. C'est un médecin. Il a eu l'idée de faire une solution de consultation en vidéo. Mais comme il est médecin, il savait pas porter le projet, en fait, faire toute la gestion de projet. Moi, je l'ai rencontré, j'ai fait l'étude de faisabilité vraiment pour la partie quels étaient les besoins financiers, comment on fait pour monter un projet technique comme ça, parce qu'il y a beaucoup de contraintes réglementaires, on a énormément de choses à mettre en place. Et lui apportait également des gens qui étaient prêts à financer l'amorçage en fait de la société. Et ça, c'est très important parce que, alors autant moi, par exemple, Bagatelle, c'est une société que j'ai montée, j'ai investi 5 000 euros et puis après, il y a eu 10 000 euros de plus à investir, mais en gros, avec 15 000 euros d'investissement, j'ai pu la développer. Ça a été différent avec Quailid, il a fallu déjà investir plus. Et HelloCare, c'était encore plus important les besoins qu'on avait. Pour donner un exemple, en fait, ne serait-ce que sur l'hébergement en fait, de nos solutions techniques, au début, on payait 50 fois plus cher qu'un hébergement normal. Ça a changé depuis, heureusement. Mais l'hébergement en santé, c'est de la donnée qui doit être hyper sécurisée. Ça coûte forcément plus cher que sur d'autres secteurs. Et en fait, sur la e-santé, tout coûte beaucoup plus cher qu'ailleurs. Et on se retrouvait aussi avec des besoins humains, en ressources humaines, où on ne pouvait pas se permettre de démarrer sur une équipe qui soit junior, parce qu'il fallait une équipe qui ait déjà suffisamment d'expérience pour prendre un projet avec un besoin de sécurité et réglementaire tel qu'on avait. Donc, ce qui s'est passé, c'est que tous les deux, on a eu l'idée. Enfin, tous les deux, on a développé l'idée ensemble. Et ensuite, quand on a monté la société, quasiment tout de suite, on a eu une première mini levée de fonds d'amorçage sur laquelle on n'a pas communiqué, mais qui a fait que forcément, il y avait déjà plusieurs actionnaires autour de la table. Il y avait aussi un accélérateur qui s'appelle Pfactory. Et puis après, on a fait des levées de fonds successives. Donc, on n'est pas sur un mode 50-50. On est sur une répartition du capital qui dépend en fait de tout ça. Et finalement, tu ne connaissais pas ton associé avant de t'associer, hein. Enfin, on vous a présenté comme ça. Comment tu savais que c'était le bon? Comment tu n'avais pas peur de te tromper dans cette association? Puisque finalement, les deux autres boîtes que tu as créées, tu étais toute seule. Donc, un peu mettre à bord et il n'y avait pas un peu ce risque de ne pas s'entendre avec quelqu'un. Alors, si, j'ai eu très peur. J'ai mis longtemps à dire oui, je vais sur le projet. On a dû commencer à discuter en février. On a créé la société en juillet. Donc, on a eu le temps d'apprendre à se connaître, de voir un petit peu quelle personnalité on avait. On a été mis en relation par Pfactory, qui est l'accélérateur. Et en fait, Pfactory est dirigé par deux personnes. Il y en a une qui me connaît très bien et l'autre qui connaît très bien William, mon associé. Et ils nous ont dit, on pense qu'en termes de tempérament, ça peut marcher. Donc, a priori, j'avais confiance en eux là-dessus. Et je pense effectivement qu'on a des tempéraments qui sont assez complémentaires. Donc, c'est vrai que ça a bien fonctionné. Je dis pas que c'est toujours facile, hein. Comme toutes les associations, il y a des moments où on met les choses à plat. Il y a des moments où on est en désaccord. Je pense que l'avantage qu'on a tous les deux, c'est que moi, j'ai de l'expérience en tant qu'entrepreneur. En fait, on n'est pas non plus junior. Et le fait de pas être junior, ça nous donne une expérience de la vie. Donc, ça nous permet de savoir régler les problèmes quand on n'arrive pas à échanger. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est HelloCare? Alors, HelloCare, quand on a lancé la société, c'était au tout début, c'était une application mobile pour être mis en relation avec un médecin 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, quasi immédiatement. Donc en moins de 2 minutes. Donc l'idée, c'était vraiment de proposer aux gens qui sont malades le samedi soir, qui sont en déplacement, une mise en relation avec un médecin. Et puis petit à petit, on a évolué. Et aujourd'hui, la solution de communication en vidéo qu'on avait mise en place au début, c'est devenu un véritable cabinet médical virtuel. Donc en gros, on fait tout ce qu'il faut pour essayer de proposer l'alternative numérique du cabinet médical. Donc c'est pas pour remplacer le cabinet médical, c'est vraiment en complément du cabinet. Comment on fait pour que le médecin puisse échanger avec ses patients? Comment on fait pour pouvoir être soigné à distance quand on peut pas faire autrement? Là, le Covid, ça a été l'exemple parfait, malheureusement, c'est que du coup, on était confinés chez nous. Comment on fait pour voir un médecin?
Voilà. Donc on travaille sur tous ces aspects-là. Voilà, donc c'est pas que de la téléconsultation, c'est du partage de documents avec un médecin, pouvoir lui poser une question, pouvoir avoir un système qui me rappelle automatiquement que j'ai des vaccins à faire ou des examens à faire, par exemple. Et donc vous avez développé donc une application, c'est ça? Alors on a développé plusieurs applications parce qu'on a des applications pour les patients et on a des applications pour les médecins. Donc HelloCare Now et HelloCare Connect. Oui, c'est ça. HelloCare Now, c'est plutôt pour les patients. HelloCare Connect, c'est pour les médecins qui proposent donc l'accès à leur cabinet médical virtuel par ce biais. Donc, c'est-à-dire, quand on est utilisateur de HelloCare Now, on passe directement par vous, en gros, c'est ça? Oui, c'est ça. Et quand on est utilisateur de HelloCare Connect, c'est le médecin qui se gère un peu tout seul. Qui se gère avec ses patients, qui envoie des invitations pour des téléconsultations à ses patients ou dont les patients peuvent prendre des rendez-vous de téléconsultation. Alors, ça s'est fait comme ça au début, parce qu'on voulait pas mélanger les deux services. On avait besoin de proposer deux expériences utilisateurs différentes. Et là, on est en train de rassembler les deux, c'est-à-dire qu'on est en train de voir comment on peut avoir un parcours qui convienne aux deux cas, quand mon médecin est disponible ou quand il n'est pas disponible. Donc le travail de cet été pour nous, ça va être de revoir toute l'expérience utilisateur côté patient et pouvoir identifier si vous avez un médecin traitant ou pas, s'il est disponible ou pas, et du coup, si besoin, trouver un médecin qui va répondre très rapidement. Pour revenir un peu à la création de cette société, comment vous faites les premiers pas, comment vous embauchez les premières personnes, qui sont les premières personnes, comment vous trouvez le bon développeur? J'imagine qu'il y a pas mal de ressources à avoir pour ce genre de domaine un peu technique. Ça prend pas mal de temps. Moi, ça faisait partie des critères pour dire oui, pour me lancer sur le projet. C'est que je ne me lançais pas si j'avais pas un directeur technique. Parce que j'ai eu l'occasion de piloter beaucoup de projets techniques et il faut quelqu'un qui soit solide, il faut pouvoir avoir confiance. Et ça s'est fait par hasard. En fait, je connaissais quelqu'un qui avait les compétences qu'il fallait. Lui était sur Paris, cherchait à revenir dans le sud. Encore un. Et du coup, quand j'ai appris ça, je lui ai dit, écoute, on prend un apéritif ensemble. J'ai un projet à te présenter. Est-ce que ça t'intéresse? Et effectivement, ça l'intéressait. Il avait déjà eu l'occasion de travailler sur des projets en santé. Et du coup, on a réussi à se mettre d'accord. Et dès qu'il a dit oui, j'ai dit que, je me suis vraiment lancée sur le projet. Après, on a recruté les premières personnes, mais on est allé doucement sur les recrutements. Pendant très longtemps, les bureaux dans lesquels on est là, qui sont très grands parce qu'ils font 220 mètres carrés pour une start-up, c'est beaucoup. Au début, on était 2 ici dans cette pièce, et puis petit à petit, on a occupé un peu plus l'espace. Mais pendant 6 mois, on était 4 ou 5. Donc ça allait doucement, mais avec les bonnes personnes. Et ça, c'est hyper important. Moi, c'est vraiment les choses que j'ai apprises au fil des années. Je préfère des gens qui vont bien s'intégrer dans une équipe, qui vont avoir la possibilité de travailler en cohésion avec les autres et de monter en compétences, plutôt que de recruter des gens qui sont super bons, mais par contre, qui vont pas passer personnellement avec le reste de l'équipe. Et justement, au niveau de la culture d'entreprise, au fil de tes 3 entreprises montées, est-ce que tu as l'impression que tu arrives à instaurer toujours un peu le même cadre, ou ça se fait un peu en fonction des personnes que tu recrutes, en fonction du domaine dans lequel tu es? Alors, ouais, c'est vraiment une aventure d'équipe parce qu'en fait, ça a été différent à chaque fois. Il y a plein de critères. Il y a le produit qu'on vend, l'affection que les personnes vont avoir pour le service ou le produit. Les gens qu'on a recrutés jouent énormément. Et d'ailleurs, même sur un même projet, moi, je vois bien qu'il y a eu des étapes dans la construction d'HelloCare et qu'il y a certaines personnes qui sont parties. Quand j'ai remplacé ces personnes, en fait, j'ai cherché à les remplacer en fonction de l'équipe que j'avais en place. Donc forcément, on a un lien qui est particulier et une ambiance qui est un petit peu particulière. Après, il y a des choses que j'ai répétées dans le temps, ou en tout cas que j'ai améliorées aussi, parce que moi, j'ai besoin d'avoir une équipe qui ait de la cohésion. Sinon, quand il y a des hauts et des bas dans la vie d'une entreprise, quand on est en bas et qu'il n'y a pas de cohésion, ça marche pas. Pour revenir à HelloCare, vous avez levé donc pour l'instant 3 millions. Vous êtes 12 collaborateurs, c'est ça? Oui, là on était passé à 15 pendant la période Covid, mais oui. On est 12. Et vous avez à peu près 45 000 patients. Alors là, on en a beaucoup plus. Il faut que je fasse le relevé de chiffres exacts parce qu'on a beaucoup augmenté le nombre de patients. Pendant le confinement? Pendant le confinement, oui. Ça a été...
Est-ce que tu peux nous en parler justement? Quelles sont les nouvelles opportunités, peut-être les habitudes qui ont changé? Qu'est-ce que ça fait dans ce domaine de la télémédecine? Alors pour nous, ça a tout changé parce qu'on est passé d'un secteur qui était vraiment en création d'usage, avant-gardiste, enfin en France en tout cas, hein, parce que la télémédecine, il y a plein de pays dans le monde où c'est très développé. En France, c'était difficile, il y avait peu d'usage, il y avait beaucoup de freins de la part des médecins et on avait beaucoup de mal à les convaincre. Et du jour au lendemain, en fait, dès qu'on a senti qu'un confinement pouvait arriver en France, nous, on a annoncé que la solution, on l'a passée en gratuit pour les médecins. Et on s'est retrouvé vraiment à onboarder jusqu'à 100 médecins par jour. Là où, en temps normal, quand on en onboardait 4 ou 5 dans la journée, on était super contents. Ah oui, d'accord. Donc la différence a été vraiment assez violente même, parce que du coup, quand on multiplie comme ça le nombre d'utilisateurs et qu'on n'est pas dimensionné pour, on a du support en plus, il faut former les gens. Donc pour nous, ça a été vraiment un accélérateur. Alors sur l'usage, l'accélérateur, il a été là, mais ça nous a permis de gagner énormément de temps. Moi, j'ai le sentiment qu'on a fait en 2-3 mois, on a construit en 2-3 mois ce qu'on aurait mis 6 mois à construire autrement en termes de solutions. Et en termes on a amélioré beaucoup de choses sur la solution, on a sorti des nouvelles fonctionnalités parce qu'il y avait une urgence et parce qu'il fallait répondre aux besoins des gens, en fait. Et puis, vous étiez déjà là en place, vous étiez préparés, en fait. C'est pas comme si vous arrivez. Alors, heureusement, on avait des choses en place, on avait des process en place, mais il y en a beaucoup qu'on a dû changer parce qu'ils étaient pensés pour une petite équipe, petite activité. Et l'exemple du support, par exemple, on a eu jusqu'à 2000-2500 messages de support par jour. Moi, j'avais une seule personne qui s'occupait du support avant. On s'y est tous mis parce que pour répondre à 2500 demandes, il faut que toute l'équipe réponde. Pour revenir à ce que tu disais, donc pour onboarder les médecins, là, c'était gratuit parce qu'il y a donc des frais à payer au moment où ils souscrivent à ton application. C'était un forfait mensuel. C'est ça, c'est un abonnement, oui. Donc, il y a des frais en plus à l'inscription ou c'est juste l'abonnement? Alors, ils ont juste un abonnement et pour ceux qui font payer les consultations en ligne, ils ont aussi des frais bancaires, mais que nous, on facture en transparence. En gros, on refacture exactement ce que la banque prend sur les frais de carte bancaire. Le modèle économique, c'est une commission sur la téléconsultation? Non, c'est côté médecin, c'est l'abonnement pour utiliser la solution. Donc, c'est un abonnement fixe. Alors, il y a plusieurs niveaux d'abonnement en fonction des fonctionnalités qu'ils veulent utiliser. Et du côté des patients, nous, en fait, on ne prend rien et ça ne coûte rien aux patients. La solution, elle est gratuite. Le patient, il va juste payer sa consultation médicale. Et il sera remboursé donc par l'assurance maladie. C'est ça, oui. Ok. Et par sa mutuelle? Alors, pendant le confinement, c'était pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Et là, c'est encore le cas pour les cas suspects Covid. Et après, sinon, c'est une prise en charge par l'assurance maladie aux règles normales, 70%, et le reste par la mutuelle. Et en termes de téléconsultation, enfin, moi, j'en ai fait une en téléconsultation, mais c'était pas très grave. Qu'est-ce que vous arrivez à gérer comme cas en téléconsultation? Alors, on arrive à gérer tous les cas qui ne demandent pas d'examen clinique. Donc, par exemple, d'abord, toute la partie conseil médical, parce qu'on a souvent besoin de petits conseils. C'est les petits bobos, c'est j'ai un rhume, je me sens pas très bien. Alors, ça permet de faire un premier niveau et de trier. Après, il y a aussi tout ce qui est renouvellement d'ordonnance. L'exemple type, c'est la pilule. On peut très bien renouveler la pilule comme ça. Après, il peut y avoir aussi du suivi pour des gens, par exemple, quelqu'un qui est diabétique, s'il a fait des examens biologiques, on peut très bien le faire en téléconsultation puisqu'on peut partager des documents. Le médecin va lire les résultats d'examen et il va ajuster le traitement. Donc, il y a quand même pas mal de cas, notamment en médecine générale, où ça se passe vraiment très bien. On peut faire une téléconsultation. Dès qu'il faut l'examen clinique, en revanche, il faut orienter la personne vers le cabinet. Après, il y a des spécialités quasiment complètes qui peuvent se faire complètement à distance. Et là, nous, on a quand même beaucoup de psychologues, de psychiatres, de nutritionnistes, en fait, tous ces métiers qui sont des métiers qui nécessitent pas le fameux examen clinique, mais par contre, qui nécessitent un canal de communication de qualité. Et la vidéo, ça apporte quand même, se voir, c'est important. On voit les réactions de la personne, il y a tout le langage non verbal qui passe. Et du coup, ce sont des professions qui sont en train de se tourner aussi beaucoup vers
vers la consultation à distance. Et on a même certains professionnels, notamment moi j'ai l'exemple d'une psychologue qui m'a dit qu'elle, d'ici l'année prochaine, elle veut faire quasiment toute son activité en distance. Par rapport au confinement et à cette pandémie, est-ce que tu dirais que donc le marché va forcément évoluer dans ce sens ? Alors, ce qui est certain, c'est que les médecins ont eu le temps de tester la téléconsultation et du coup de voir que c'était pas si terrible, que c'était pas si dur que ça, parce qu'on les a bien accompagnés, et de voir que ça pouvait avoir un intérêt pour eux. Donc, nous, on constate aujourd'hui que on est déconfiné, que les cabinets médicaux ont rouvert, mais que le nombre de téléconsultations a un peu baissé, mais pas du tout dans les proportions qu'on aurait pu prévoir. C'est-à-dire qu'on garde un niveau très élevé d'usage. Donc je pense que l'usage, ça y est, il est installé. Et je pense effectivement que ça va continuer à monter, ce qui est plutôt bon signe pour nous, parce que ça nous permet de regarder un petit peu sereinement l'avenir. Et puis d'imaginer aussi des nouveaux usages ou des nouveaux services, des nouvelles fonctionnalités auxquelles on n'avait pas pensé, et qui nous ont été proposés pendant cette période-là. Parce que les médecins ont fait tellement de téléconsultations, quand ils en ont fait 10 ou 20 dans la journée, forcément, ils reviennent nous voir avec un retour utilisateur qui est très complet. Beaucoup plus complet que quand le médecin en fait une par jour en moyenne. Ça nous a fait énormément avancer. Après, ça a eu un coût énorme parce qu'on a mis la solution gratuite dès le 4 mars. Et on est toujours en gratuit, donc forcément, il faut aussi absorber ça. Nous, on s'est dit qu'on allait faire l'effort et on a appris au passage. Donc finalement, pour nous, c'est positif. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est la transformation derrière. Est-ce qu'on va réussir à garder, quelle est la proportion de médecins qui vont continuer à utiliser la téléconsultation. Et quand tu disais qu'en France, c'était très difficile d'adapter donc la télémédecine, pourquoi par rapport aux autres pays, on est plus en retard ? Oui, alors on est en retard pour beaucoup de raisons. D'abord parce qu'on a tardé à autoriser la télémédecine. C'est autorisé depuis 2010 en France, ce qui paraît quand même fou par rapport à l'usage d'Internet qu'on peut avoir. C'est remboursé depuis fin 2018. Voilà, donc ça a mis des freins. Pour les patients, en fait, ça a été un vrai frein, puisque en France, on a l'habitude d'avoir des soins remboursés et les gens ne sont pas prêts à payer pour quelque chose en santé qui n'est pas remboursé. Et ensuite, du côté des médecins, ça a été difficile aussi, puisque la population de médecins est plutôt vieillissante. Je crois, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que l'âge moyen, c'est 55 ans. Donc, ils ne sont pas enclins, ils ne sont pas connectés. Ils savent très bien utiliser un smartphone, mais ils ne sont pas non plus hyper connectés. Et passer sur cet usage, avoir un nouveau canal de consultation, ce n'est pas quelque chose qui est naturel chez eux. Et vous avez la connaissance un petit peu des pays qui sont les plus avancés là-dessus ? Alors, je pense à l'Europe surtout. Alors, en Europe, en Suède, ils sont très avancés là-dessus. Souvent, en fait, c'est lié, plus le pays est grand avec une densité faible au kilomètre carré, et plus c'est développé la télémédecine, puisque l'accès aux médecins est plus lointain. Donc, ce sont des pays qui l'ont proposé très tôt. C'est pareil aux États-Unis. Il y a des endroits où il n'y a pas de médecins du tout. Donc, la télémédecine s'est bien développée. Est-ce qu'en France, dans les régions un peu plus isolées, ça marche mieux ou ça marche plus en ville ? Alors, aujourd'hui, ça marche plus en ville. Parce que d'abord la France a mis en place le remboursement des téléconsultations, mais dans un cadre qui est un peu restrictif, c'est forcément avec son médecin traitant. Et le problème des déserts médicaux, par exemple, qui sont les coins reculés, il y a un double problème. Il n'y a pas de médecin, donc les gens n'ont pas de médecin traitant, donc une téléconsultation n'est pas remboursée, on va dire, de base, pour faire simple. Et ensuite, on a quand même une couverture Internet sur les déserts médicaux qui est pas très bonne, et on a un vrai problème de qualité du débit pour faire de la vidéo. Donc ces choses-là sont en train de s'améliorer, mais c'est très long. Donc pour l'instant, la télémédecine, c'est quelque chose de plutôt urbain. Ça va s'élargir, mais ça va prendre un petit peu de temps. Donc j'imagine qu'avec la 5G et la fibre peut-être qui va arriver de plus en plus... On en rêve. Ça va vous faciliter la vie. Oui, beaucoup. Mais en fait, on a vu que sur énormément d'usages, comme on a eu là ces 3 derniers mois, on a vu que le problème majeur, c'était quand on avait un problème sur une téléconsultation, c'était le débit Internet qui posait problème. Si ça marche pas, voilà. Ça marche pas. Et c'était encore plus vrai quand les gens étaient confinés parce que le débit Internet était plus bas chez tout le monde. Donc forcément, c'était un peu plus compliqué pour nous d'assurer de la vidéo de qualité à certains moments de la journée notamment.
Quels seraient les points de différenciation par rapport à vos concurrents ? Il y en a pas mal qui émergent en France, à l'étranger, un peu de partout. C'est un secteur qui attire, qui intéresse de plus en plus. Voilà, comment vous différenciez-vous ? Alors, on a un parti pris, même si on s'est lancé d'abord avec des applications mobiles à destination des patients. Rapidement, quand on a ouvert HelloCare Connect, on a eu le parti pris de dire on va s'adresser aux médecins et on va leur proposer des outils qui sont complètement en ligne. Donc déjà, ça, Donc une solution SaaS. Une solution SaaS, voilà. Qui les accompagne en mobilité. On travaille énormément sur la logique application mobile. On a vraiment ça dans notre ADN. Pour nous, la mobilité, c'est quelque chose qui est assez évident. Donc déjà, c'est un premier élément qui est très différenciant, c'est qu'on a une solution qui est très souple d'utilisation et qui va suivre le médecin dans ses déplacements. Et souvent, c'est un point qui nous fait gagner un client parce que cet aspect-là, c'est important pour eux. Ensuite, on travaille énormément sur l'expérience utilisateur. Alors, je pense que ça, chez moi, ça vient vraiment d'Apple. C'est comment je fais quelque chose qui soit à la fois beau et fonctionnel. Et c'est important parce que quand on a un outil sur lequel on va tous les jours, personne n'a envie d'aller sur un logiciel à l'interface un peu vieillissante, pas ergonomique. Donc nous, on travaille énormément sur ces aspects-là. Et d'ailleurs, même sur une petite équipe, moi, il y a des gens qui n'ont pas compris pourquoi on avait recruté très vite un UX designer. Mais pour moi, c'était essentiel. Important. Et ça fait vraiment la différence quand les médecins commencent à utiliser la solution. Une des premières remarques, c'est de dire c'est facile de naviguer, surtout c'est très joli. Super intéressant. Est-ce que, du coup, c'est dur de recruter dans le Sud, dans ces métiers un peu tech ? Alors, sur les profils de développeurs, oui, c'est dur. C'est un peu plus long. Enfin, dur, non. C'est surtout plus long. On met plus longtemps à recruter les gens. Nous, en plus, il y a la question du profil, de l'expérience aussi. On recrute rarement des juniors. Et puis, il y a la dimension de la personnalité qui est importante. Donc, forcément, on met un peu plus de temps. En revanche, là où on a des facilités, c'est que HelloCare, c'est un projet qui a du sens et qui parle beaucoup aux gens. Donc, souvent, les gens, ils viennent chez nous parce que ils ont envie de travailler sur un projet en santé, ils voient la manière dont on aborde les choses, la question de l'expérience utilisateur, ça parle aussi à des collaborateurs. La communication qu'on a plaît souvent et du coup, je pense que ça nous aide à recruter. Ça fait adhérer les gens autour du projet, quoi. On va parler un petit peu de toi maintenant. Aïe. Alors déjà, je sais que tu es très sportive. Oui, je fais beaucoup de sport. Ouais. J'ai lu escalade, après surf. Tu peux nous parler un petit peu des pratiques sportives ? Alors moi, je suis quelqu'un qui se passionne vite. Quand je découvre quelque chose qui me plaît, je vais le faire à fond jusqu'à ce que je le maîtrise. Donc c'est vrai, l'escalade, j'en ai énormément fait quand j'étais en région parisienne parce que j'ai habité pendant longtemps pas très loin de Fontainebleau. Et donc, il y a toute une zone où on peut faire de l'escalade en bloc. Les fans connaissent, c'est assez technique. Et du coup, je m'éclatais, je sortais du travail et j'allais m'entraîner. Le surf, plus naturellement, en fait, comme j'ai grandi en Bretagne, que je suis quand même une grande fan de côte atlantique, j'ai eu l'occasion d'en faire. Il m'est arrivé d'en faire ici. J'avais un surf ici pendant longtemps et puis l'année dernière, j'ai craqué, je l'ai revendu parce que je le sortais 2 fois par an. Donc, je me suis dit, bon, dans le sud, je vais arrêter. Et maintenant, quand je retourne en Bretagne chez mes parents qui sont sur la côte ou quand je vais dans les Landes, par exemple, j'ai ma combinaison, je loue un surf et puis et je peux y aller. Ouais, ici, c'est plutôt le kitesurf ou la planche. C'est mon prochain projet, le kitesurf. J'ai envie d'essayer. J'ai jamais essayé, mais j'ai très envie d'essayer. Et à côté de ça, en fait, moi, j'ai besoin de sport qui me vide la tête et qui m'apporte quelque chose à titre personnel. L'escalade, ça m'a énormément apporté pour apprendre à canaliser mon énergie et apprendre à observer les choses. Parce qu'en fait, l'escalade, on est obligé de se décoller un peu de la paroi pour observer et pouvoir passer les difficultés. Et en tant qu'entrepreneur, moi, c'est une logique que j'avais pas au début et que j'ai apprise comme ça. Après, à côté de ça, je cours. Le minimum, c'est que je cours. En fait, pour me vider la tête, j'ai besoin de me vider la tête souvent. Et puis après, j'aime bien... je suis assise toute la journée devant un écran, j'ai besoin de me défouler un petit peu. J'ai envie de... Je sais pas comment dire. Ça m'aide à rester en forme. C'est important dans mon équilibre, en fait.
Comment tu trouves le temps de tout faire? L'équilibre aussi entre ta vie familiale, vie professionnelle? Alors déjà, je dors pas beaucoup. Je suis une petite dormeuse. Non, mais c'est un avantage finalement. Je suis une petite dormeuse. Je me lève très tôt le matin. Donc c'est quoi un peu tu dors combien d'heures par nuit? Si je dors 5 ou 6 heures, ça suffit largement. Donc souvent le matin à 6 heures, enfin même ce matin à 6h moins 20, j'étais debout. Et ça me dérange pas. Donc j'ai déjà presque j'ai un joli morceau de journée avant de commencer ma vraie journée de travail. Donc j'ai du temps. Je prends toujours du temps avec mes enfants le matin. Du temps pour le petit déjeuner, pour échanger, pour faire tout ça. En fait, je pense que faire tout ça, c'est surtout une organisation. Moi, le sport, je considère que c'est du temps pour moi. Donc c'est quelque chose que je fais souvent le midi. Je vais manger très rapidement le midi et je vais faire du sport. Et puis après, le soir, c'est plus des moments qui sont dédiés à ma famille. Et à ce moment-là, on va cuisiner, on va prendre le temps d'avoir des activités ensemble. Je suis pas forcément dans un temps très étendu, puisque forcément, j'ai énormément de travail, je fais beaucoup de choses. Je suis plutôt dans une logique de qualité des moments que je vais passer. Donc si je joue avec mon fils, je vais pas jouer 4 heures, je vais jouer, on va dire 1 heure. Par contre, je vais jouer à fond. Et il est très mauvais joueur et moi aussi. Et du coup, on n'aime pas perdre l'un et l'autre. Non, mais c'est vrai que je suis plutôt dans une logique qualitative. Après, j'ai une chance énorme, c'est que j'ai un compagnon qui est aussi un partenaire de vie génial parce qu'il partage vraiment tous les aspects organisationnels avec moi. Il fait le ménage à la maison aussi, il fait à manger. Quand je suis pas là, il s'occupe des enfants. Enfin, on a vraiment un bon équilibre. Et ça, moi, ça me permet aussi d'avoir l'esprit un petit peu libre, puisque du coup, si je ne peux pas faire quelque chose à la maison, je sais que lui va prendre le relais. Et inversement, quand lui n'a pas la possibilité ou quand lui est sur des périodes chargées, je vais assurer derrière, on se pose plus la question aujourd'hui. On a mis longtemps à le construire. Ça fait bientôt 14 ans qu'on est ensemble, donc on a mis très longtemps à le construire. Ils ont quel âge, les enfants? Alors, ma fille aînée, c'est une fille que j'ai eue d'un premier mariage, elle a 16 ans, et le dernier, elle a 6 ans. Et c'est vrai qu'on a tâtonné, on a trouvé un équilibre parce que ma fille vit avec nous, on a trouvé un équilibre autour des choses basiques, déposer les enfants à l'école, ne pas oublier d'aller les chercher le soir, ce genre de choses. Non, ça s'est construit petit à petit. On en parle très tôt. Quand il y a un problème, aujourd'hui, on arrive à en parler très tôt. Donc oui, de ce point de vue-là, je suis sereine. Même si parfois, ça m'arrive encore de déraper, d'être trop dans mon travail. Mais je vis avec un entrepreneur. Donc il sait ce que je vis. Oui. Il sait me dire aussi, quand il voit que je tire trop sur la corde et que je suis trop dans le travail, par exemple, il sait me le dire. Par rapport à l'entrepreneuriat, est-ce que c'est plus facile d'entreprendre à Paris par rapport à tout l'écosystème start-up qui existe, qui est en place, par rapport aux investisseurs peut-être? Est-ce que tu vois une différence ou tu penses qu'aujourd'hui... Moi, je pense que les deux sont possibles parce qu'en fait, les deux ont des avantages et des inconvénients. Un des avantages de Paris, c'est effectivement que souvent, sur certaines activités, les clients grands comptes ont leur bureau à Paris, donc on peut les rencontrer plus facilement pour la partie, on va dire, démarchage commercial. On peut avoir un réseau peut-être un peu plus étendu à Paris, mais le défaut de la vie parisienne, parce que je l'ai vécu, c'est qu'on peut très vite se perdre dans la construction d'un réseau et de pas grand-chose à côté. Donc finalement, on peut se retrouver sur un projet sur lequel on a peut-être plein de gens qu'on connaît, mais pas assez de clients. Concernant les investisseurs, moi, j'ai trouvé, je pense, de meilleurs investisseurs, des investisseurs qui avaient plus de temps à m'accorder ici qu'en région parisienne, parce qu'ils étaient souvent un petit peu plus un peu moins dans le flux justement de la vie parisienne. On a beaucoup de temps de déplacement. Enfin, l'approche est différente, les gens sont un tout petit peu moins pressés, vont peut-être un peu plus se poser. Du coup, moi j'ai pas le sentiment que ça soit un handicap en fait de monter une société ici. Au contraire, il y a quand même beaucoup de coûts qui sont réduits, les loyers sont réduits, les salaires sont un petit peu moins élevés aussi. On a une qualité de vie. Moi, en tant qu'entrepreneur, en fait, la chose que je regarde, c'est la qualité de vie. Quand je sors du travail et que je peux aller me baigner, franchement, ça n'a pas de prix. Je peux avoir eu la pire des journées, ça n'a pas de prix, en fait. Ça, pour moi, c'est hyper important. Donc, je pense que ça change tout. Et en contrepartie, j'ai accepté aussi de faire des allers-retours dans la journée sur Paris quand il faut. Donc, ça m'arrive de prendre le train de 5 heures, qui pique beaucoup, et de prendre le dernier train retour le soir. Bon, nous, on est sur un secteur où
qui est en création d'usage, où il faut faire bouger les lignes sur la réglementation. Donc souvent, on a des actions de lobbying à faire, on a des clients qu'on va voir aussi beaucoup à Paris, donc c'est souvent moi qui y vais. Maintenant, c'était très vrai au début de la société, quand il fallait qu'on se fasse connaître. Et aujourd'hui, j'arrive beaucoup plus à limiter mes déplacements. Puis peut-être que ça sera le moins de déplacements possible. Là, en fait, ça fait 3 mois. Moi, je travaille toujours autant. Et j'ai pas signé moins de contrats parce que je n'y allais pas. Donc, quelles sont tes sources d'inspiration, tes mentors? je déteste cette question parce que en fait, il y a plein de gens qui m'inspirent. Ça va être par moment. Je vais regarder le parcours d'une personne. C'est pas forcément quelqu'un de connu. Hein. Ça peut être quelqu'un que je vais croiser, avec qui je vais échanger. Et en fait, je me dis, mais ce qu'il a fait là, je m'inspire beaucoup des difficultés en fait des gens, et j'aime bien savoir comment ils ont fait pour s'en sortir. Parce que moi-même, mon mode pour avancer, c'est je fais des erreurs et j'apprends de mon erreur, je redémarre. Donc, en fait, des inspirations, je vais pas parler c'est difficile pour moi de parler de personnalités en particulier qui m'ont inspirée. Il y a des gens dont j'admire le parcours, notamment il y a des femmes dont j'admire. Moi, les combats que Simone Veil a menés, c'est quelque chose que j'admire. J'ai lu sa biographie, j'ai adoré sa biographie, mais il n'y a pas qu'elle qui va m'inspirer. Ça peut être n'importe qui. Les derniers qui m'ont inspiré, je vais donner un exemple. C'est un couple de jeunes Français qui a monté une marque de rhum en Thaïlande. Et du coup, ils se sont retrouvés dans un pays dont ils maîtrisaient ni la langue, ni les codes, ni rien, à monter une distillerie. Et ça, moi, je trouve ça génial. Et vraiment, je suis dans cette logique-là, c'est je vais prendre de l'inspiration là où elle arrive, en fait, comme ça, sur des sujets qui vont me plaire ou des histoires qui vont me toucher. Très bien. Et ce qui m'amène à ma prochaine question, comment tu progresses ? Je progresse en itérant, pour dire un mot. Non, je progresse, j'apprends tous les jours, et en fait, je pense que c'est ce que j'adore dans mon métier. On n'est pas sur un métier, dans les métiers du numérique, c'est jamais figé. Il y a tous les jours des nouveaux outils qu'on peut regarder. Il y a tous les jours des contenus qu'on peut lire pour apprendre, pour se former. J'ai un mari qui travaille dans la formation en ligne, donc j'ai aussi accès, si je veux, à des formations sur plein de logiciels. Et je suis vraiment dans cette logique de curiosité où je vais essayer plein de choses. Je vais essayer un outil, je vais essayer une méthode, je vais lire beaucoup. Tout ça mélangé à mon expérience, je pense que c'est ce qui me fait avancer. Et puis j'essaye aussi beaucoup d'avoir un dialogue ouvert par exemple avec mon équipe. Régulièrement, je passe un temps pour discuter avec chacun. Là, je suis en train de le faire en ce moment. On sort de confinement. Je parle 1 heure à peu près avec chacun. Et j'essaye de voir ce qu'ils ont retenu, s'ils ont des idées, des choses qu'on pourrait améliorer. Et c'est comme ça que j'avance. Et au niveau des outils que tu utilises pour progresser, tu aurais quelques exemples ou des tips pour aider peut-être les gens qui ont envie d'approfondir des connaissances et ne savent pas où aller? Alors, moi, je regarde beaucoup de choses sur Medium, sur la plateforme Medium, où il y a beaucoup d'entrepreneurs ou même de spécialistes de certains sujets qui partagent leur expérience. Donc, je vais très souvent là pour regarder ce qui est écrit. Après, j'ai une veille informative qui vient à moi. J'ai paramétré des alertes Google sur les sujets qui m'intéressent. Ça arrive dans ma boîte mail et en fait, tous les matins, j'ai ma revue de presse. C'est essentiellement comme ça. Quelle serait ta plus grande peur? Quelle est ta plus grande peur? Je pense pas tellement aux choses qui me font peur parce que l'échec, c'est quelque chose qui me fait pas peur. Je me dis toujours, quoi qu'il arrive, en fait, je trouve que un échec, c'est pas... pour moi, ça veut pas dire que j'ai pas réussi. Je considère que si je suis en échec, au moins j'ai appris. Donc, en soi, par exemple, ça me fait pas peur. Je crois que la seule chose qui me fait peur, c'est qu'il arrive quelque chose à mes enfants. C'est tout. Sinon, le reste, non, honnêtement, j'ai pas de choses qui me fassent peur. En tant que maman, je comprends tout à fait. Qu'est-ce qui te pousse à avancer? Je pense que tu as un petit peu répondu donc avec mes questions d'avant, mais si tu veux rajouter quelque chose. Le plaisir de ce que je fais en fait. Si j'ai pas de plaisir, j'avance pas du tout. Alors vraiment, c'est impossible. Et c'est sans doute pour ça que j'ai vendu les sociétés au moment où je les ai vendues. J'avais plus de plaisir à faire ce que je faisais, donc je n'avançais plus. Et du coup, j'avais besoin de trouver un nouveau challenge.
Justement, pour revenir à Hello Care, quels sont un peu vos projets ou est-ce que tu as envie de vendre aussi bientôt, on arrive aux 5 ans, non? Oui. Tout à fait. Mais étonnamment, alors peut-être que je m'étais dit ça aussi au début, du coup je pense que je vais durer plus longtemps, mais étonnamment, Hello Care, pour l'instant, je suis vraiment pas au bout de l'aventure et de ce que je voulais faire. J'ai encore plein d'idées et j'ai pas fini d'apprendre dessus, donc je pense qu'on a beaucoup de choses à faire. Et moi, je traite les sujets sur Hello Care en tant que patient. Moi, je suis pas professionnelle de santé, je suis une patiente. Et en fait, je vois plein de petites choses. À chaque fois que je vais chez un professionnel de santé, je me dis, ah tiens, ça, on pourrait... y a un petit problème là, on pourrait le résoudre grâce à Hello Care. Donc, pour l'instant, on a plein d'idées qui vont du carnet de santé numérique aux alertes automatiques, à la communication fluidifiée. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et en fait, ce que j'aime avec ce projet, c'est que la santé, moi, c'est un secteur qui est un peu nouveau pour moi. Mais en revanche, j'ai une très grosse expérience des outils numériques dans mon métier. Enfin, moi, il y a plein de choses d'outils que j'utilise et qu'on pourrait adapter pour les professionnels de santé et pour les patients. Donc, j'ai un joli chemin encore sur Hello Care. Quel est ton rêve le plus fou? Alors, mon rêve le plus fou, j'en ai deux, en fait. Le premier, ça serait de faire une grande ascension. La montagne, malheureusement, j'ai pas de temps pour faire des ascensions, mais je pense que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Et sinon, donc grande du style Mont Blanc ouais, oui, le Mont Blanc, c'est ou l'Everest. Non, du coup, d'abord quand même quelque chose de réaliste, donc Mont Blanc, voilà. Et après, l'autre rêve le plus fou, mais qu'on fera peut-être un jour, c'est acheter un bateau et faire le tour du monde. Parce que tu avais un peu, avec tes parents, c'est ça, tu avais un peu navigué quand tu étais en fait, quand j'étais petite, on passait tous nos week-ends sur un bateau que mon père avait construit. Voilà, donc j'adore la voile. Parce que ton père est navigateur ou non, pas du tout? Alors, mon père était dentiste, il est retraité maintenant, mais oui, il a beaucoup navigué, il était moniteur de voile quand il était étudiant et passionné, donc forcément, il a transmis ça, enfin, il a essayé de transmettre ça à ses filles, et c'est avec moi que la graine a vraiment pris. D'accord. C'est marrant, tous les dentistes, j'ai beaucoup d'amis dentistes. S'ils m'écoutent, je les salue, que j'adore. Et ils sont tous passionnés par soit la planche, soit le kite, soit quelque chose aquatique, quoi. Il doit y avoir un truc. Mais ils ont beaucoup de temps aussi. Enfin, on va dire quelques journées de libre par semaine, donc ça aide. Pour finir, quels seraient tes conseils pour ceux qui veulent se lancer? Moi, j'en ai deux. Je pense que je donne quasiment toujours les mêmes. Le premier, c'est de parler du projet autour de soi. C'est-à-dire avant la création. Oui, avant la création. En fait, il ne faut pas avoir peur de parler de son idée. Ce qu'il faut protéger plutôt, c'est la manière dont on va exécuter l'idée. Mais confronter l'idée aux autres, dire voilà, j'ai cette idée, qu'est-ce que vous en pensez? Ça permet d'avoir des retours. Et du coup, il faut pas se dire moi, les gens qui viennent me voir en disant je sais pas si je peux en parler, je leur dis mais au contraire, parlez-en le plus largement possible. Ce qui va vraiment compter, faire la différence, c'est la manière dont vous allez l'organiser, cette idée. Et parce qu'il y a il y a de très fortes chances pour que quelqu'un d'autre ait déjà cette idée. Et on a toujours des concurrents quelque part. Donc ça, c'est le premier point. Il faut en parler largement. Pas forcément qu'il y a des gens qui sont sur le secteur visé, vraiment, moi j'ai toujours parlé de mes projets à ma grand-mère, à tout le monde. Et du coup, j'avais des retours très larges. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, je pense que le deuxième conseil, c'est si vraiment ça vous chatouille, il faut y aller. Ok, il y a des risques. C'est vrai souvent on hésite parce qu'on se dit bon, je vais perdre un boulot qui est confortable ou financièrement, j'ai trop peur de me lancer. Très honnêtement, moi, quand j'ai lancé ma première société, je l'ai lancée très naïvement en me disant bon, dans un an, c'est bon, je suis riche, ça va bien se passer. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Honnêtement, financièrement, j'ai eu 2-3 ans où j'ai vraiment galéré. Mais en revanche, j'ai tellement appris, je me suis tellement plu dans ce que je faisais que ça compensait les difficultés financières. Donc, sauf si vraiment on a des impératifs familiaux
qui sont très très forts en termes de revenus. Évidemment, il ne faut pas non plus être complètement inconscient. Je crois qu'il faut vraiment oser parce que le risque, c'est un échec et un échec, on s'en remet. Il y a 2 choses qui m'intéressent là-dedans. D'abord, tu dis, donc si ça vous chatouille, vous vous lancez, mais est-ce que tu penses qu'il y a une méthode pour trouver son idée, entre guillemets? J'ai interviewé la semaine dernière un entrepreneur génial qui me disait qu'il prenait 2 heures par semaine pour trouver l'idée, en fait, sa prochaine idée. Que tu aurais peut-être juste un conseil? J'ai vu plein de méthodes différentes. En fait, il y a des gens qui vont ouvrir un tableur Excel, qui vont noter plein de choses, qui vont faire des brainstorming, qui vont noter plein d'idées et qui vont les classer. Il y a des gens qui ont juste une seule idée, qui part d'un besoin et ils la creusent un petit peu et petit à petit, ils arrivent à tirer le fil et à développer juste cette idée. Alors, vouloir monter une entreprise quand on n'a pas d'idée, je trouve que par contre que comme approche, c'est un peu compliqué. Je pense qu'à la base, il faut qu'il y ait déjà une petite graine quand même, minimale, ou en tout cas un sujet sur lequel on pourrait avoir envie de se lancer, soit, je sais pas. Moi, j'ai souvent dit que quelque chose que j'aimerais bien monter un jour, c'est une marque. C'est créer une marque, par exemple, dans la mode, avec une vision que j'ai en tête. C'est quelque chose que j'adorerais faire. Ça ne veut pas dire que je vais le faire, mais si demain, je suis plus sur HelloCare, peut-être que je vais me poser cette question-là. Ok, et deuxième question concernant l'entrepreneuriat au féminin. Est-ce que pour toi, ça a été facile de créer ta boîte tout en ayant 2 enfants? Alors, pour moi, ça a été facile. Oui, enfin, je vais dire, là aussi, naïvement, au début, j'ai cru que ça allait être facile, que étant entrepreneur, j'allais pouvoir choisir mes horaires. En fait, ça s'est pas passé du tout comme ça. Donc, c'est moi qui ai dû m'adapter à la situation. Mais en tout cas, ça n'a jamais été un problème à partir du moment où j'ai lâché prise sur certaines choses. Parce que souvent, je trouve que chez les femmes, le problème, c'est, on peut aller sur le sujet de la fameuse charge mentale, c'est que on va se charger l'esprit avec plein de choses. Moi, j'essaye de me concentrer quand même sur certains essentiels parce que je peux pas traiter sur tous les sujets. Et puis surtout, il faut impliquer l'autre. Et moi, j'ai une vie de famille dans laquelle tout le monde participe, même mes enfants participent. Donc, c'est pas un frein si on arrive à trouver la bonne organisation et qu'on veut pas essayer d'être à la fois super maman, super chef d'entreprise. Enfin, on peut pas tout faire, donc il y a des moments d'équilibre. Enfin, il y a des équilibres à trouver. Il y a des moments où on est plus maman, des moments où on est plus entrepreneur, et ça s'affine avec le temps. Et après, sur la partie vraiment création d'entreprise, le fait d'être une femme, parce qu'on me pose régulièrement la question pour savoir si ça a été un frein. Moi, j'ai eu de la chance sur Bagatelle. La banquière qui m'a prêté la première somme m'a prêté parce que j'étais une femme. Donc, ça a été plutôt bien. Et sinon, pour le reste, je pense que sur les levées de fonds, par exemple, les investisseurs, ils ont rapidement vu que j'avais une organisation qui faisait que les enfants n'étaient pas un point de blocage non plus. Donc, je pense que c'est une question d'organisation et puis de se laisser aussi un petit peu de marge de manœuvre et de pas trop se mettre la pression. Ok, est-ce que tu aurais des lectures à conseiller, peut-être des newsletters qui sont indispensables pour toi, des podcasts, je sais pas si tu en écoutes. Alors, des podcasts, je pioche un petit peu, j'ai un abonnement Spotify, donc je pioche un peu au hasard. Lecture, alors, en newsletter, j'en ai une que je reçois tous les jours et qui juste me permet d'avoir un niveau minimum d'information si j'ai pas eu le temps de regarder quoi que ce soit. C'est une newsletter qui s'appelle Time to Sing Off et que j'adore parce qu'ils font un petit résumé, voilà. Donc au moins en rentrant chez moi le soir, j'ai 3 sujets de conversation. Voilà, ça c'est couvert. Et puis après, en matière de lecture, il n'y a pas très longtemps, j'ai lu le livre du directeur commercial de HubSpot, qui a développé une formule sur l'accélération des ventes. Et j'ai trouvé ça assez passionnant de voir comment lui, qui n'avait aucune expérience de directeur commercial, a pu recruter ses équipes. Enfin, en fait, il a essayé de mettre en place des algorithmes pour tout. Et de voir comment pouvait fonctionner un cycle de vente, notamment sur le secteur SaaS. Et c'est le dernier très bon bouquin que j'ai lu. Pour finir, une dernière question, puisque tu es bretonne. Quel était un peu le sentiment que tu as eu en arrivant dans le Sud ? Alors, la première année a été très difficile. Parce que le premier été a été génial parce que les gens sont ils sont méditerranéens. Donc, l'accueil a été très
très large. Et par contre, le premier hiver, je me suis aperçue que en fait, les gens se voient beaucoup dehors ici, sauf quand on a un cercle fermé. Donc c'est vrai que la première année, moi, ça m'a un peu déstabilisée parce qu'en Bretagne, c'est l'inverse. C'est les gens mettent longtemps à vous parler la première fois, mais une fois qu'ils vous ont parlé, vous allez chez eux sans problème. Donc ça me faire un cercle relationnel, ça a été la chose qui a été la plus compliquée. Après, en termes de paysage, honnêtement, moi, j'ai retrouvé le bord de mer avec en plus une météo qui est géniale. Donc, non, ça, c'est très agréable. Et puis, il y a quand même un point qui est important, c'est qu'il y a un certain dynamisme au niveau des entreprises. Il y a pas mal de structures de soutien. Et moi, j'apprécie vraiment ça. Je pense que j'aurais eu plus de mal, par exemple en Centre-Bretagne, à faire ce que j'ai fait avec HelloCare ou même avec Coeli de la société précédente. Merci beaucoup Mathilde. Je t'en prie. J'espère que ça va plaire à nos auditeurs. Moi, j'ai appris beaucoup de choses encore une fois. Donc, je te remercie de ton temps et je souhaite beaucoup de chance à HelloCare et dans tous tes futurs projets. Merci beaucoup. À bientôt. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de noter le podcast pour m'aider à le faire vivre et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode tout aussi passionnant.